C'est depuis l'île de la Réunion que va s'élancer une mission océanographique exceptionnelle. Elle va combiner recherche scientifique et enseignement pédagogique. Le Marion Dufresne s'apprête à lever l'ancre, avec à son bord 50 étudiants sélectionnés et 20 encadrants scientifiques. L'école Bleue Outre-mer va partir explorer les monts sous-marins et les îles éparses entre la Réunion et Mayotte pour une grande aventure scientifique. Les étudiants sélectionnés sont originaires de 7 pays de l'océan Indien. Encadrés par des scientifiques, ils vont faire partie de cette toute première université flottante. Je suis de Madagascar, mais je fais mes études ici à La Réunion. J'étais en master 2 géomatique et télédétection. Et je viens de finir mon master en écologie marine ici à La Réunion. Et moi, je suis en master 1 Bastali, aussi biologie écologie. On est trop contente. On a hâte de commencer cette aventure. D'aller sur ce bateau. Marion Dufresne, de son cœur. Initiée par l'Ifremer, cette université flottante sur l'océan Indien a pour but de sensibiliser ces jeunes aux enjeux maritimes d'aujourd'hui et de demain. Loin des salles de cours habituelles, apprentis scientifiques, artistes et marins vont s'immerger au cœur de leur futur métier au fil des expériences scientifiques. Ils vont également devoir apprendre à vivre ensemble pendant 10 jours. On se croirait presque sur une espèce de base presque lunaire d'agents spatiaux. Tous les objets qui sont susceptibles de tomber, on va pas les mettre dans l'armoire parce que avec le roulis et tout, on a peur que ça se casse la gueule, que ça casse tout. Donc là, je vais laisser ça dans la valise. Et tout ce qui est pas cassable, je mets dans l'armoire. Je crois que ça va être calme. Normalement. Un peu agité. Ouais, c'est un peu agité, mais ça va. seulement pas dans la direction où le vent nous pousse. En gros, ouais, donc voilà. normalement, nous, on sent rien. Normalement. En autorisation de sortie pour le Marion Dufresne. Autorisation de sortie pour le Marion Dufresne. On est parti. L'armanage du pilote, vous pouvez larguer les points devant derrière. Le Marion Dufresne, c'est le fleuron de la flotte océanographique française. Il est la propriété des TAF, les terres australes et antarctiques françaises. Pour les étudiants, c'est l'occasion d'embarquer sur un véritable laboratoire flottant à la pointe des technologies scientifiques. La philosophie, c'est de fournir aux étudiants une opportunité incroyable, à la fois de voir comment se passent des manipulations en mer sur un navire océanographique, de voir une diversité, on fait de la géologie, on fait de la biologie, on fait des sciences de l'atmosphère, et surtout de partager entre personnes qui ont des backgrounds, qui ont des connaissances complètement différentes. Donc c'est vraiment cet échange dans une situation assez unique, en ayant en tête ces enjeux très forts de préservation de ces systèmes océaniques et de la biodiversité. C'était assez dingue de quitter la Terre et d'aller vers l'inconnu, vers nulle part en fait, j'avais l'impression. Le voyage vient à peine de commencer pour les 160 passagers et déjà les scientifiques s'activent pour optimiser le temps passé en mer. De nombreux prélèvements sont prévus pendant la campagne océanographique. Sous le regard attentif des étudiants, Margot est la première à déployer son instrument favori, un filet manta. Donc un filet manta, qu'est-ce que c'est ? C'est un filet qui a des ailes de part et d'autre, comme la raie manta. Et en fait, il va collecter des plastiques en surface pour savoir quelle est la quantité de plastique qu'on a dans les eaux actuellement réunionnaises, mais aussi du sud-ouest de l'océan Indien. On a combien de mers en houle ? On a presque rien. Hein. Ça, c'est parfait. Et c'est hyper important parce que quand je mets le filet manta, il ne faut pas que je dépasse 2 mètres de houle. Si je dépasse 2 mètres de houle, les plastiques que je souhaite collecter vont être remaniés dans la masse d'eau. Alors, comment j'obtiens la vitesse ? Est-ce qu'il y a quelqu'un une idée ? Il va y avoir un appareil, sinon tu regardes aussi. Alors, il y a un appareil, Magali, exactement, et ça s'appelle un débitmètre. Là, quand on regarde l'océan, on se dit « Ah, il n'y a pas forcément d'impact parce que, voilà, il y a les vagues, la houle, c'est pas visible. »
on peut atteindre des particules de toute petite taille, c'est-à-dire 5 mm, voire inférieures à 5 mm. Ça s'appelle les microplastiques. Et cette pollution, on l'appelle la pollution invisible. On est à 30 minutes 34. 301, 129. Et donc cette pollution invisible, elle va rentrer dans la chaîne alimentaire. Oui, il faut ouvrir la vanne. Yeah, merci. Et qui c'est qui finit à la fin de la chaîne alimentaire? Eh ben c'est nous les humains. Il y a une étude qui montre qu'on ingère à peu près une carte bancaire par semaine. On remonte. Elle est où ma clé de 8? Du coup, dedans, vous avez des halobates. C'est les petites araignées que vous voyez, elles sont toutes noires dedans. Ça vit sur le plastique. Et ça dégrade pas sa vie. Il s'est adapté à vivre sur du plastique. Et là, on peut dire bravo parce qu'on a fini la première manip. Ouais. On se retrouve avec un peu plus de choses. Tu peux voir directement du plastique, hein. Du plastique, du plastique, du plastique. Avec même des œufs dessus. Voilà. Tout simplement. Margot a déjà lancé près de 350 fois son filet Manta dans le cadre de sa thèse sur les zones de l'océan Indien à forte concentration en microplastiques. Elle partage son expérience de terrain avec Sidonie et Ulysse, 2 étudiants artistes. Vous avez devant vos yeux 2 boîtes de pétri, une pour collecter les débris plastiques et une pour collecter le vivant. On ne prend pas les algues. D'accord. Mais on peut prendre les alevins. Tu vois, des fois, tu as du plastique, il est entortillé dans l'estomac d'un organisme. OK? Ouais, OK. En vrai, à chaque fois que j'ai mis mon filet à l'eau, j'ai toujours eu du plastique. Tout le temps. Sidonie, si t'aimes bien les couleurs bleues, ah oui, oui, oui. Ouais, là, c'est incroyable. On va les regarder au microscope après? Oui. Wouh. Il y a tellement de points communs entre science et art. Le plus gros point commun pour moi que je vois, c'est qu'on part tous d'une envie, on va tous vers l'inconnu en ayant des résultats qui nous amènent vers une autre avancée. On arrive à des découvertes incroyables, mais c'est 2 chemins différents et qui ont des démarches assez parallèles, étonnamment. Et c'est vrai que notre vision, elle est peut-être trop rationnelle en science et manque un peu de petit arc-en-ciel. Ouais, là, t'arrives aux tailles où c'est de plus en plus petit, toi. Ouais. Donc 15. Moi, j'en ai 8. Et Sidonie? J'en ai 4. 4. C'est bien pour le nord-ouest de la Réunion. Ça veut dire que c'est pas trop pollué. On a besoin d'avoir d'autres prélèvements pour pouvoir comparer. Par exemple, demain, ce sera le mont La Pérouse. Donc le mont La Pérouse, c'est un mont sous-marin. Et peut-être qu'avec les mouvements de masse d'eau, on va s'attendre à en avoir plus. Alors que le navire est maintenant loin des côtes, les étudiants vont accompagner Yves Chérel dans sa collecte de poissons et de mollusques. Ils vont tenter de capturer des organismes de petite taille grâce à un chalut spécial. Vous voyez pas mal de gélatineux. Alors c'est très peu, hein, parce qu'évidemment, on est dans la journée. Vous avez là un petit poisson qui, à mon avis, vient pas du tout de la profondeur, mais on est resté trop longtemps en surface. Ça, c'est une larve de poisson de récif. Donc ça et ça, c'est pas la même espèce. Avec les 2 points noirs, c'est facile à identifier celui-là et celui-là. Donc là, vous pouvez essayer de mettre espèce par espèce et mettre les individus les uns à côté des autres. Tu vas mettre ptéropode, P-T-E-R-O-P-O-D-E-S, 2 grammes arbitrairement. Ça veut dire qu'on n'en a pas beaucoup, mais qu'on en a quand même. Qu'on ne l'a pas mesuré parce qu'on ne peut pas le mesurer. C'est un amphipode qui est un géant. C'est d'ailleurs, on a un coup de bol quand même d'attraper un truc pareil. Voilà. Et celui-là, c'est langouste. Et ça, c'est une larve, ouais. Ah ben voilà, une larve philosome. Oui. Je pense que faire
faire de la science, ça part de la curiosité. Et cet esprit curieux, il nous pousse à tout le temps rechercher. Je pense que tous les chercheurs, ils ont à l'intérieur un esprit d'enfant voilà, qui ne se satisfait jamais. Chercher, découvrir et comprendre aussi. Et qui s'émerveille devant de petites choses. Donc voilà. C'est rester jusqu'à 3h du matin pour trier des poissons et avoir toujours les yeux qui brillent et puis chercher des coraux. Être debout à 6h le lendemain. C'est ça. Ou alors c'est sa coquille... Un des buts de cette école flottante, c'est de permettre aux étudiants de mieux comprendre le sens du travail des scientifiques et de renforcer leur propre motivation. La raison pour laquelle les scientifiques sont passionnés par la science, c'est qu'ils sont curieux. Nous ne sommes pas des gens ennuyeux enfermés dans leur labo. Nous sommes inspirés par ce que nous voyons autour de nous et c'est ça qui suscite nos questionnements. Ceux qui ont trié ça, c'était pas mal, mais vous auriez pu, je pense, aller plus loin encore. C'est-à-dire que tout ça, ce sont des crevettes au niveau crevettes, quoi, Natantia. Et vous avez 1, 2, 3, 4 espèces. Alors, on a surtout eu de l'Aculeatus et on a eu 15 Hemigymnus. Regarde ça. C'est quand même des trucs venus un peu de l'espace pour nous. Donc chaque pêche, elle est exceptionnelle en fait. Une autre expérience commence avec Guillaume. Il utilise une technique de pointe pour découvrir quels organismes sont présents dans l'océan autour du navire. Avec la sonde CTD, il va prélever de l'eau à différentes profondeurs et traquer l'ADN que la faune y a laissé. En fait, on va mettre notre machine à l'eau et on va la faire descendre sur un point fixe, par exemple de 0 à 500 mètres. Et en fait, on va chercher toutes les séquences d'ADN qu'on a à l'intérieur pour voir les espèces qu'on retrouve dans notre océan. C'est un peu comme le principe de la police scientifique qui va chercher les séquences d'ADN pour identifier des humains. Bah là, on fait à peu près la même chose, sauf qu'on va chercher la diversité des espèces animales. Vraiment, faut pas qu'elle ressorte, tu sais, donc avec la houle, au pire, franchement, même si tu mets un petit peu plus profond, vaut mieux être sûr qu'elle soit immergée, tu vois, à 3 mètres, c'est bien. La sonde descend maintenant faire des prélèvements sur les flancs du mont La Pérouse, un hotspot de biodiversité. Les échantillons seront analysés une fois de retour à Terre. Ils permettront de mieux connaître la faune autour du mont sous-marin. Aujourd'hui, cette technique basée sur l'analyse de l'ADN est très sensible, comme Guillaume l'a constaté sur des missions précédentes. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'en plein milieu océanique, on retrouvait de l'ADN de vertébrés terrestres. Des vaches, donc des chèvres, des poulets. Ça montre, entre guillemets, l'impact de l'homme sur l'écosystème marin. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que tout ce qu'on relâche dans nos rivières, l'impact de l'homme va se retrouver dans nos océans à cause des rivières et des pluies. Le Marion Dufresne, long de 120 mètres, progresse sans difficulté sur l'océan malgré des creux de 6 mètres. Sous la direction de Mathieu Lecor,
les étudiants vont compter les oiseaux marins. À chaque observation, on note l'heure ici, l'espèce, et on note le nombre d'individus et les comportements. Mais les oiseaux sont peu nombreux, si loin de toute terre. Aujourd'hui, on n'a rien vu. Aucun mammifère marin, ni les oiseaux, rien. On est à une centaine de milles nautiques au nord de la Réunion. On est en haute mer et en plus on est dans une zone, ce qu'on appelle une zone oligotrophe, c'est-à-dire une partie de l'océan tropical qui est vraiment très pauvre en termes de nutriments, de production primaire, etc. D'ailleurs l'eau, elle est bleue, elle n'est pas verdâtre parce qu'il n'y a pas du tout de phytoplancton. Mais par contre les oiseaux marins, eux, ils font des centaines et des milliers de kilomètres en haute mer. Ils sont adaptés pour. Le fou masqué, il niche au sol. Le fou à pied rouge, il niche dans les petits buissons. Et le nodie à bec grêle dans les petits buissons aussi. Et en fait, quand on sera vraiment à Tromelin, là, vous verrez des oiseaux tout le temps. J'ai toujours été intéressée par la conservation des animaux, la conservation des oiseaux marins, par exemple. C'est pour ça que j'ai fait mon stage sur les pailles en queue. Sur les pailles en queue en milieu urbain. Cette expérience, ça va nous permettre de partager notre expérience par la suite et sensibiliser les jeunes ou les moins jeunes. Soudain, les oiseaux deviennent de plus en plus nombreux autour du navire, signe qu'une terre approche. C'est la mythique île de Tromelin, la première des îles éparses sur le trajet du Marion Dufresne. On a vu les vagues d'abord. On s'est dit, mais c'est quoi ces vagues immenses? Et puis il y a eu toute les colonies de fous masqués qui nichent sur l'île et puis d'autres oiseaux qui sont venus autour du bateau. Donc ça a vraiment contribué, je pense, à l'émerveillement total. L'île de Tromelin a une histoire dramatique et tourmentée. En 1761, un naufrage sur ses côtes a coûté la vie à 300 personnes. Ensuite, l'île n'a été habitée qu'à partir de 1954, lorsqu'elle est devenue un lieu de science. Et donc ici, c'est une réserve naturelle, c'est un très haut lieu de la biodiversité, parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux marins qui viennent nicher toute l'année, qui viennent se reproduire, et puis des tortues marines, des tortues vertes, qui viennent pondre sur ce littoral de ce petit îlot corallien. Il est administré par les terres australes et antarctiques françaises, qui sont basées à La Réunion. Voilà, donc actuellement, sur ce petit îlot-là, évidemment, on ne les voit pas, ils sont un peu loin, mais il y a 3 personnels d'État qui vivent toute l'année. Donc c'est 3 agents civils, un chef de mission, une infirmière et puis un agent qui fait de l'environnement, un scientifique spécialisé en écologie des milieux tropicaux. Et on a échangé, donc il me disait, ben voilà, ce matin on a fait le comptage des tortues, j'ai pas pu compter tel secteur s'il y avait trop de houle. Eux, ils sont trop contents, ils disent, c'est génial, on vous voit, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites sur le Marion? Ce qui est intéressant en fait sur les îles éparses, c'est qu'on arrive vraiment à suivre les effets du changement climatique. D'accord. Parce que ce sont des îles qui ne sont pas impactées par la pression humaine directe. Ouais. Donc en fait, l'évolution qu'on va voir sur les récifs coralliens, ça sera vraiment celle qui sera due à l'évolution de la température de l'eau, de l'acidification, etc. Tous les effets attendus du réchauffement et du changement climatique globalement. Tromelin est une aire marine protégée. Elle contribue à la bonne santé de tous les écosystèmes de cette région du sud-ouest de l'océan Indien. On s'aperçoit que même sur un environnement qui a été dégradé, lorsqu'on arrive à lui soustraire un certain nombre de pressions, eh bien, ça suffit à faire en sorte que le milieu, avec bien sûr plus de temps, commence à avoir une résistance, une résilience que l'on appelle, et à retendre vers un état initial. Donc la vie reprend ses droits et tout le monde en profite. À partir du moment où on arrive à freiner un processus, on s'aperçoit tout de suite que la nature nous le rend. Elle nous le rend et elle nous le rend assez vite. Et ça, c'était véritablement un espoir extraordinaire. Ça va juste être un effet papillon et c'est ça qu'on veut en fait, que l'océan soit sain, qu'il redevienne sain. Le sud-ouest de l'océan Indien est un territoire maritime fragmenté, partagé entre plusieurs nations aux visions bien différentes de la préservation des milieux océaniques. Un des enjeux de l'université flottante est de provoquer chez des jeunes scientifiques une prise de conscience de ces enjeux territoriaux pour trouver des solutions dans le futur.
Il y avait vraiment une volonté pour ce projet de l'ouvrir au bassin océan Indien occidental, d'où les différentes nationalités qui sont à bord, et d'où l'aide de l'association WIOMSA, donc la Western Indian Ocean Marine Science Association, qui a financé en fait les voyages des étudiants internationaux. Et c'est clair que le fait qu'ils soient à bord, qu'ils interagissent avec les étudiants et avec les encadrants, c'est intéressant, ça renforce des liens, ça peut créer des nouveaux projets. À l'île Maurice, j'identifie les coraux à Tututu, Maurice et Rodrigue. Grâce à WIOMSA, j'ai été sélectionnée. Ça va m'aider dans beaucoup de façons. Comment on voit l'océan, ça va être différent. C'est pas seulement protéger notre partie de l'île, c'est protéger tout l'océan. Voilà, pouvoir faire des liens avec les scientifiques qui travaillent sur les coraux, les scientifiques qui sont plus dans la classification de l'océan, la bathymétrie, et juste se mettre autour d'une table et dire « OK, on fait quoi ?» Ça fait pour quelques jours qu'on est sur le bateau et je suis déjà en train de voir des liens par-ci, par-là. C'est ça, en fait, la richesse de cette école, je pense. Et je suis super contente de pouvoir y contribuer. L'océan Indien, il faut se rappeler qu'il y a 20 ans ou 30 ans, c'était le dernier océan qui n'était pas en situation de surpêche. Et puis, toutes les grandes industries halieutiques se sont progressivement orientées vers l'océan Indien, c'est devenu une mine d'or, sauf que là, la mine d'or, elle commence à être bien abîmée aussi. Dans la région, il y a des grosses tensions diplomatiques, et notamment par rapport aux îles Éparses, qui sont des îles, en fait, qui sont revendiquées par Madagascar, revendiquées par les Comores. Mais pour l'instant, c'est vrai que la France s'occupe bien de ces hotspots de biodiversité. Et c'est vrai que c'est un peu la crainte, si on lâche ça, de ne pas avoir les mêmes intérêts, parce que disons que c'est peut-être plus facile pour un pays riche de vouloir défendre une biodiversité exceptionnelle que pour un pays pauvre, à court terme. Hein. Pendant que le Marion Dufresne passe au large de Tromelin, Arnaud cartographie les fonds à l'aide de sonars. Donc là, ici, on est dans le PC Science. Donc c'est l'endroit où en fait, on est capable de surveiller un peu tous les équipements qui sont à poste sur le bateau, les équipements électroniques. Et donc en fait, on a cartographié les flancs. Plus c'est profond, plus c'est bleu, plus c'est élevé, plus c'est rouge. On a cartographié de manière directe à l'aide de sondeurs qu'à peu près 20% de la surface océanique. Si vous arrivez à retenir ce message-là de ce qu'on est en train de faire, en fait, les fonds des océans sont quand même globalement inconnus ou sont connus avec une précision très mauvaise et une résolution très mauvaise. Là, ce qu'on est en train de faire, il n'y a jamais eu de données acquises à cet endroit-là. Donc ça va venir nourrir un jeu de données qui, petit à petit, s'étoffe. Tu vas aller dans Globe. Ça, ce que vous voyez, ça, c'est le nuage de points qui correspond à chaque sonde sur le fond. On va de 4500 à 20 mètres là, sur cette image-là et on voit que c'est une vraie montagne, hein, l'île de Tromelin, au milieu de nulle part, dans la morne plaine de l'océan Indien. Alors que la nuit est tombée sur l'océan, les étudiants artistes s'engouffrent dans le ventre du Marion Dufresne. Ils y découvrent des textures et structures qui vont les inspirer pour leur création. Le navire est encore à proximité de l'île de Tromelin. Pour estimer la richesse de sa biodiversité, Yves Chérel va faire des prélèvements de nuit avec le chalut. On ne sait jamais ce qu'il va y avoir dans le filet. C'est la surprise, hein. Donc bien sûr que c'est un jeu. Alors ici, en plus, c'est un jeu, mais qui a une vue pédagogique. Donc on espère bien avoir des organismes qui, c'est vrai, va nous intéresser, nous, mais surtout pouvoir montrer aux étudiants qui sont à bord une certaine gamme d'organismes dont ils entendent parler pendant leur cours. Et là, ils vont avoir les mains dans le cambouis, ils vont les voir en vrai. C'est ça l'histoire. Écoute, je crois bien que c'est la première fois que j'attrape des requins. J'ai jamais attrapé aucun requin avec les filets. Jamais, jamais. Je suis absolument pas blasé. De ce point de vue-là, je suis pareil que j'étais quand j'avais une vingtaine d'années. Je pense que ça me suivra jusqu'au bout. Fermez bien le cul du chalut! Je pense pouvoir dire que les scientifiques, s'ils sont scientifiques, c'est aussi parce qu'ils aiment ça. Hein. Il y a un côté plaisir intense d'être en mer, de récolter les organismes. Et puis au-delà, c'est quand même le plaisir de la connaissance, apprendre. Ouais. Il est spécial celui-ci, hein. Ouais. C'est magnifique, hein. Ouais, franchement. Beau ça.
C'est des requins qui, en fait, ont une biologie très particulière parce que ce sont des requins qui, en fait, s'approchent des grands poissons prédateurs, comme les thons, par exemple, et qui vont arracher un morceau de chair sur le flanc du poisson et qui va laisser des cicatrices rondes très caractéristiques. Les Anglais les appellent les cutter sharks. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Quand on ouvre comme ça, on voit très bien les dents extrêmement pointues, aiguës. Ces deux petits requins, on les a gardés congelés, bien sûr, et ils vont servir au Muséum de la Réunion. On peut faire ça sur les espèces qui ne sont pas encore vraiment en danger, de temps en temps, de manière opportuniste, je dirais. Jamais on n'aurait essayé d'en attraper pour en attraper. Et puis après, il y a un but éducatif si ça se retrouve dans les musées. Pascal Chabanet profite d'un moment de détente pour présenter son kit pédagogique, un jeu de plateau destiné à sensibiliser aux enjeux de la préservation des océans. Mais loin de tout repère terrestre, la place essentielle des océans dans le fonctionnement de notre planète s'impose comme une évidence. Je me sens très bien, je suis très heureuse. De toute façon, il y a de la mer, le vent, et de vivre l'école flottante avec tous ces jeunes, c'est juste quelque chose hors du commun. C'est un privilège que j'arrive pas à mesurer parce que là, on déjeune, on travaille en direct avec des scientifiques au final pour nous. C'est un peu des célébrités parce que quand on est étudiant de sciences, on consomme énormément de publications scientifiques, on regarde aussi des documentaires, donc il y a des personnes qui sont très symboliques dans la science, notamment Pascal Chabanet, Yves Chirel. Pour moi, Yves, c'était mon idole. Et qui sont très accessibles aussi, ils répondent à toutes nos questions, peu importe l'heure du jour ou de la nuit. Si on est la 15e personne à venir poser la question, ils vont nous répondre avec le même intérêt. C'est aussi une chance d'être plongé au cœur du métier. C'est splendide. Merci de la souplesse. Pour les étudiants, l'université flottante est une expérience intense et une occasion unique de mieux débuter leur carrière dans un monde bouleversé par les dérèglements climatiques. Ça se passe bien. Il y a de la houle qui s'est levée depuis cette nuit. Donc il y en a quelques-uns qui ont le mal de mer, mais pour l'instant ça va. On a fait pas mal de manipulations le jour et la nuit. Donc il faut juste qu'on se repose entre les différentes manips. Donc tout ça c'est les aérosols. Ça passe dans la base de la poignée, ça redescend dans la salle qui est juste en dessous. Là, ça nous permet d'avoir une distance assez courte entre l'entrée d'air et l'analyseur. À l'université, on nous donne des jeux de données qui sont déjà préparés. On nous montre des images et on a la chance de voir des documentaires sur ce qui se passe sur le terrain. Et là, c'est la première fois qu'on a accès à ces manipulations sur le terrain et on comprend un peu mieux ce qui se passe. Donc c'est ce à quoi on s'attendait en tout cas en arrivant sur le bateau. On a 4 types d'analyseurs différents. Et le tout petit carré, là, il compte toutes les particules. Donc les aérosols, c'est des particules qu'il y a dans l'atmosphère, c'est des particules solides qui sont en suspension. Le Marion Dufresne est équipé de nombreux capteurs. Ils permettent de mesurer les échanges entre l'atmosphère et l'océan. La concentration dans l'eau du CO2 atmosphérique est un paramètre particulièrement important pour comprendre les conséquences du réchauffement climatique. Qu'est-ce que vous avez remarqué concernant les constantes que vous mesurez? Par exemple, le pH, est-ce qu'il a augmenté, il a diminué? Le pH, oui, il évolue parce que les océans s'acidifient et surtout, on voit que la pression partielle de CO2 augmente de manière exponentielle. Là, on a 1,714 millilitres par C'est à la fois une bonne chose puisque ça permet de limiter le changement climatique. Et sans ce puits océanique, les changements seraient encore plus rapides. Ça veut dire que les océans, à l'heure actuelle, ils stockent une bonne partie du carbone que nous émettons. S'il n'y avait pas l'océan, aujourd'hui, on aurait chaud, beaucoup plus chaud. Donc jusqu'où l'océan sera capable d'absorber nos excès, eh bien on a peut-être intérêt à éviter de le savoir et plutôt à prendre des mesures nécessaires pour justement éviter d'arriver à des points de rupture. Quand les gens disent que nous devons sauver nos océans, nous devons d'abord les sauver pour nous-mêmes, pour notre propre survie.
Nous, les humains, nous avons oublié que nous faisons partie intégrante de l'environnement. Nous oublions que sans les arbres, sans les océans, nous ne pouvons pas survivre. Le travail qu'on fait, le but, c'est de fournir les bases scientifiques aux prises de décision politiques. Il faut des solides bases pour changer les choses, pour que les politiques veuillent bien écouter. Je vois ma génération comme des combattants, car ce que nous voulons, c'est du changement. Nous voulons que les politiciens que nous avons élus défendent nos idées. Nous, on est là, on est motivés, il faut agir maintenant. Ça, c'est très important. Et du coup, on n'a plus trop le choix, en fait, maintenant. Et entre guillemets, oui, on est quand même des militants, parce que le but, c'est de faire de la science, mais aussi de faire de la science intelligente. Alors, c'est vrai que l'école flottante, pour moi, c'est vraiment non seulement la formation des étudiants, mais c'est surtout que ces étudiants, quand ils reviendront dans leur pays, ils soient aussi ambassadeurs de l'importance de la protection de la biodiversité et des récifs coralliens en général. Donc, en fait, nous, on transmet. Mais ce qui est important, c'est non seulement de transmettre, mais d'avoir donné l'envie à ces jeunes, en fait, de continuer la transmission. C'est comme un relais, en fait, où on se passe le relais. Les océans sont essentiels à notre survie. Mais pourtant, nous les connaissons mal. Il existe encore de nombreuses zones inconnues, comme les monts sous-marins. Le Marion s'approche de l'un d'entre eux, que les scientifiques vont tenter d'explorer pour la première fois avec un drone sous-marin. Ça va permettre de filmer les fonds sous-marins en étant tracté par le bateau et donc d'avoir une vision en temps réel de ce qui se passe en dessous de l'eau, d'après ce qu'on a compris. On n'a pas du tout de connaissances sur quels organismes on va trouver, donc c'est vraiment une première. On est très content de pouvoir avoir ça en direct. On va voir en dessous et devant. C'est ça. Ouais. Ça va être super. Il est déjà en action, ton truc, il clignote. Déjà. Okay. Et une fois qu'il est démarré, normalement, on a l'affichage vidéo qui va apparaître automatiquement. D'accord, on aura directement la vision de la caméra. Ouais, on commence à 25-50, c'est ça ? 25-30 mètres et on s'arrêtera avant 1500. Voilà. Et dès qu'il aura posé le portique, on pourra, je dirais, rouler un peu du trail pour être juste au-dessus, quoi. C'est la première plongée, en fin de compte, il y a pas mal de choses qui ont été faites sur l'engin, donc un peu d'appréhension. Ouais, tu vas voir, tout va aller très bien. On n'a que des ondes positives, là. C'est nouveau de bout en bout, du début de la plongée jusqu'à la zone la plus profonde. Donc ça va être super intéressant. C'est vraiment une première. Mon Dieu, j'ai l'impression qu'on descend super vite. Et on voit qu'il remonte et qu'il descend en fonction de la houle, là. Exactement. Je pense qu'on n'est pas assez profond pour atténuer la houle. Ok. Oh là là, la netteté. On avait 3 écrans dans la salle. Et il y avait donc tous nos enseignants, ils étaient là, les spécialistes des récifs coralliens, ils étaient là. Et on était tous derrière l'écran à regarder. On était connectés en fait au Scampi. Et on le voyait descendre comme ça, de mètre en mètre. Et on voyait les fonds marins et on était connectés au fond. Ça c'est top. Avoir des acroports comme ça à cette profondeur, c'est exceptionnel. On sera entre 2 et 6 mètres, quoi. Des jolis recouvrements là. Ouais. C'est magnifique. Regarde ça. Je me doutais que j'allais trouver des choses assez exceptionnelles, mais je ne pensais pas à ce point-là. En termes de recouvrement corallien, ça veut dire qu'on a des environnements qui sont préservés. Le recouvrement, c'est quelle est la proportion d'espace qui est occupée par les coraux. C'est-à-dire, si je regarde le sol,
combien de ce sol est occupé par les coraux. Et en fait, on était vraiment proche de 100%. C'est-à-dire qu'il y a des coraux partout. Ils sont même sur plusieurs étages. Et donc ça témoigne d'une vitalité, d'un état de santé absolument exceptionnel. Du monde, hein? Il y a du monde. On a vu des coraux qu'on n'a pas l'habitude de voir à ces profondeurs-là. On était plutôt surpris par ce qu'on a observé. Ah ouais. En tout cas, les coraux, c'est incroyable. On était dans la découverte d'un environnement totalement nouveau. Et donc, je pense que l'excitation, elle était en grande partie liée à ça. On était dans une véritable démarche scientifique et de campagne océanographique où on part de l'information zéro, c'est-à-dire sur une zone qui n'a ni été plongée, ni cartographiée vraiment. Eh oui. Bon, c'est bien, on est comme des gamins, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il faut. On est à 66 mètres. 40 km. Ce soir, c'est 40. La densité de coraux décroît un petit peu Oui, je vois. par rapport à ce qu'on voyait précédemment. Oh, la descente là. On voit que c'est abrupt. Plus on va descendre, moins évidemment on va trouver de coraux qui vont pouvoir s'installer et on va passer petit à petit aux zones rocheuses basaltiques puisqu'on est sur un mont sous-marin qui est en fait un ancien volcan. C'est joli, ouais. Je sais pas ce que c'était, ça. C'était un gorgogne ou quelque chose comme ça, ouais. Moi, ce qui m'a le plus ému, je pense, c'est de voir ces gorgones à 1000 mètres de profondeur avec des animaux qui sont associés à ces gorgones. Là, les échinodermes, on voit des petites... C'est très émouvant, en fait, de voir qu'il y ait toujours cette vie à cette si grande profondeur, quoi. C'était juste extraordinaire, quoi. On est à 5 mètres au-dessus du fond et on est à 995 mètres. On s'était fixé 1000 mètres. Je pense qu'on est un petit peu la limite au niveau timing là, sur la mission. Ah, mais c'est... Ouais. Je pense qu'on va pas tarder de remonter, en fait, là. Ça ressemble un peu à de la lave cordée. Hein. Là, clairement, on a changé de substrat. Bah, tu vois, on est à 1000 mètres, on s'attendait à trouver ça. Hein. Donc là, on arrive au sommet de la base volcanique de l'édifice, en fait. C'est étonnant qu'on soit aussi prédictible, mais voilà, on a l'air d'avoir ce changement de lithologie à 1000 mètres. Et là, clairement, on voit qu'il y a un substrat beaucoup plus foncé, qui ressemble un peu à de la lave cordée, en fait. Hein. C'est ce qu'on voit sur le long des édifices volcaniques, quoi. Comme quoi, des fois, la science, ça marche. Laurent, bien vu, hein. Bah, on est arrivé à 1000 mètres et on trouve ces structures de lave cordée, quoi. Ça a été calcaire jusqu'à maintenant. Hein. Ouais. À 1000 mètres? Jusqu'à 1000 mètres, ouais. Eh ben, faut y aller. Alors, on ne sait pas. L'idée, c'est qu'on va faire une drague pour pouvoir récupérer des échantillons et espérer les dater, quoi. Ouais, c'est magnifique, ouais. Ouais. En quelques minutes, là, on a complètement changé d'environnement, quoi. On va commencer la remontée gentiment. Oui, alors, c'est bon pour vous? Ouais, vas-y, impeccable. Allez, c'est fini. C'était très émouvant parce qu'on a vu la diversité du coraux dur, mais il y avait aussi des coraux mous, donc ça veut dire que c'est vraiment un écosystème très diversifié, structuré et très riche. Fantastique découverte. Donc ouais, ça m'a beaucoup inspirée. Ça me donne énormément envie de poursuivre dans cette recherche et peut-être collaborer encore plus et découvrir d'autres choses. Là, pouvoir peut-être trouver des espèces résilientes, résistantes, qui peuvent aider à protéger les récifs. Les étudiants ont découvert ce que c'était que des conditions réelles de mise en œuvre d'un outil novateur dans un milieu qu'on ne connaît pas. On met en pratique, mais alors concrètement, ce qu'on a appris. Donc ça, c'est important. Et puis, on transmet effectivement la part de l'inconnu, la part du scientifique, la part du doute. Et là, effectivement, on était face à des doutes techniques, des doutes parce qu'on ne savait pas ce qu'on allait trouver. Et puis la joie de découvrir des choses extraordinaires, de commencer à les interpréter, à comprendre pourquoi on avait ça finalement. C'est vraiment le dépassement de la pure connaissance académique pour aller vers effectivement quelque chose qui est de l'ordre de presque de l'intime, qui est presque de l'intuition par rapport à ce que l'on a appris. Dans d'autres cas, il y en a qui parlent de la part des anges en parlant de l'alcool. Pour nous, ça pourrait être ça au niveau scientifique. Ça peut être cet élément supplémentaire qui fait que lorsqu'on assemble les pièces et qu'on arrive à constituer, à structurer quelque chose, on dépasse, je dirais, la simple connaissance pure et dure.
Pour compléter les images du Scampi et élucider les mystères de la formation du mont sous-marin, les scientifiques ont besoin de prélever des roches sur ses flancs. La drague à roches devrait permettre de faire des prélèvements au-delà des 1000 mètres de fond, une profondeur impossible à atteindre pour des plongeurs. C'est un anneau métallique avec des dents, comme les dents d'un tractopelle. Et cet anneau métallique, dessous, est attaché à un filet métallique qui va récolter les roches. L'opération est risquée, car la drague peut se coincer entre les blocs rocheux. Au-delà de 10 tonnes de traction, il faut stopper brusquement le bateau. Sinon, le câble d'acier risque de se rompre. Je sais pas ce qu'on va sortir, mais il y a quelque chose. Laurent décide de remonter la drague, mais il ne sait pas encore si elle contient bien des échantillons rocheux. Il fait nuit, tu vois pas bien à travers le filet. Et donc, bah voilà, on se pose la question de qu'est-ce qu'on a dedans, quoi. Ouais, super. Ah, c'est cool, hein, s'il y a hétérogénéité. Ouais, il y a des brèches, regarde, des brèches basaltiques aussi. Ouais, super, ça c'est du basalte. Et là, t'as qu'une seule envie, c'est tu retrouves tes 5 ans et c'est pas que tu dois aller chercher les œufs. Et c'est exactement ce qu'on a fait, quoi. Avec Stéphane, on a voulu aller voir qu'est-ce qu'on avait comme roche, est-ce qu'il y avait du basalte dedans, enfin est-ce qu'il y avait de la lave, est-ce qu'on avait des morceaux de récif qui s'étaient écroulés depuis la surface. On va essayer de voir les différentes lithologies, c'est-à-dire les différents types de roches qu'on a. Là, on avait une grande diversité. Alors, on a commencé à faire un premier tri avec les étudiants. Je leur ai demandé de faire un tri basique, rien que par l'aspect. Et donc, on a établi des catégories de roches. On est en surface. Et tu te dis, tu tiens quelque chose qui était dessous, à 1500 mètres de profondeur, et c'est de la lave. Et t'es sur un plancher océanique. C'est incroyable. C'est unique. Ça sort d'un cours dans une salle de classe entre 4 murs ou derrière un ordi en période Covid. Tiens, regarde. On voit les calices, les coraux. Ah, voilà un autre. Ça, c'est du calcaire, c'est des morceaux de corail, tu vois, on voit les septes, en fait, ici, là. Je pense que c'est très ancien, en fait. Ouais. Et ça, c'est un fragment de basalte. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a récupéré sur le bas de l'édifice, en fait. Et ça, c'est volcanique. La récolte de roches dépasse les espérances des scientifiques. Ils vont pouvoir enfin reconstituer l'histoire de la formation de ce mont sous-marin. Le Marion Dufresne est arrivé pendant la nuit au large de la Grande Glorieuse, la principale île de l'archipel des Glorieuses. J'ai pris des bouquins, j'ai pris des vidéos, tu vois, pour m'occuper sur la plage, parce qu'une fois qu'on va avoir rien à faire aujourd'hui, c'est des îles désertes. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il va faire là-dessus, quoi? Il n'y a même pas un hôtel, pas un centre commercial. C'est bizarre, c'est bizarre. Pour de nombreux étudiants, c'est un rêve qui va se réaliser. Découvrir un écosystème totalement préservé.
l'école Bleu Outre-mer quitte pour une journée le Marion Dufresne. C'est une occasion exceptionnelle de pouvoir débarquer sur la Grande Glorieuse. Pour préserver cet écosystème unique, les débarquements sur cette île sont strictement encadrés par les TAF, les terres australes et antarctiques françaises. Les autorisations ne sont délivrées que dans le cadre de projets scientifiques. C'est marrant d'être à terre après autant de jours en mer. Et c'est trop bien, parce qu'on est tellement tous heureux. Et c'est un endroit précieux, sacré, qu'on protège. Du coup, c'est trop une chance. J'ai un métier vraiment génial. Parce que vous voyez, moi, quand je plonge, j'ai juste besoin d'une plaquette et d'un crayon noir. Là-dessus, ce que vous voyez, c'est qu'il y a une liste d'espèces. Du coup, on passe un certain temps, en général, on plonge au moins 1 heure, 1 heure et demie, à déterminer en fait les espèces qui sont présentes. Quelqu'un fera un comptage, on limitera les poissons, on essaiera de trouver... les poissons. Pascal Chabanet propose aux étudiantes un jeu de rôle pour s'entraîner au comptage d'espèces de poissons lors d'une plongée. Autour et on risque de les... Là, j'en vois un. Un perroquet, il faut la prendre tout de suite. Un. Le jeu de rôle qu'on a fait sur la plage, en fait, on part du principe que les poissons ont un comportement différent et qu'on va les compter en fonction de leur comportement. C'est-à-dire qu'on peut faire 3 passages et le poisson demoiselle, il restera sur sa colonie corallienne. Donc lui, il n'y a pas de problème. Par contre, il y en a d'autres, comme les poissons perroquets, ils partent très vite. Donc il faut le prendre compte dès le premier passage, et les poissons demoiselles, au 2e ou 3e passage, il n'y a pas de problème. Alors elles sont trop nombreuses, on les comptera après, mais elles bougent. Elles ne bougent pas. Depuis juin 2021, l'archipel des Glorieuses est classé comme réserve naturelle nationale, le statut le plus protecteur existant. Il donne comme priorité la préservation de la biodiversité. Ces territoires, administrés par les TAF, servent de point de référence pour les scientifiques. Ils peuvent observer l'impact des changements globaux de notre planète sur un milieu vierge et sans activité humaine. Dans ce milieu protégé, avec un simple masque, les étudiantes peuvent observer un écosystème riche, construit autour d'un récif corallien encore intact, sans aucune trace de blanchissement. Alors le blanchissement des coraux, en fait, c'est un symptôme. Quand les coraux blanchissent, c'est comme quand nous on a de la fièvre. Ça veut dire que quelque chose ne va pas. C'est-à-dire que si vous prenez une colonie corallienne et que vous la mettez trop chaud, trop froid, vous lui mettez des polluants, elle va blanchir. Ils ne sont pas morts du tout. Ils sont simplement stressés. Si le stress continue, là, ils vont finir par mourir. Et ce qu'on craint malheureusement, c'est que les événements de blanchissement deviennent récurrents et trop rapprochés les uns les autres et ne permettent plus aux communautés de pouvoir récupérer. Pour limiter les effets du blanchissement, il faut absolument diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Et ça peut être fait que l'on habite à Saint-Gilles à La Réunion ou à Brest. C'est pareil, on a tous un impact sur ces phénomènes qui sont vraiment à l'échelle de la planète. L'île abrite un autre trésor, un récif corallien très ancien, fossilisé, un précieux témoignage des climats passés de notre planète. Je vais les emmener en fait il y a 125 000 ans en arrière, quoi. Il faut considérer qu'au-dessus de cet affleurement, vous aviez à cette époque entre 2 et 3 mètres d'eau au-dessus. Qui dit élévation du niveau marin dit automatiquement une déstabilisation des calottes polaires. Et ça, c'est des choses très importantes que les personnes doivent absolument intégrer dans les modèles climatiques. Parce que là, on va pouvoir en déduire quelle a été la contribution des calottes, quelle a été l'amplitude d'élévation du niveau marin. Parce qu'il faut savoir qu'à 125 000 ans, la température, elle était à peu près équivalente à aujourd'hui.
les étudiants ont regagné le Marion Dufresne, enrichi par une expérience exceptionnelle de plus. La science aussi, des fois, elle produit des résultats. Mais moi, des fois, j'ai produit des résultats et je me rends compte qu'aujourd'hui, c'était peut-être pas tout à fait vrai parce qu'il y a de nouvelles choses qui sont sorties. Et, c'est ça la science, hein, c'est aussi se remettre en question. Le Marion Dufresne arrive à sa destination finale, l'île de Mayotte. C'est le temps des bilans. Les étudiants font de courts exposés résumant ce qu'ils ont appris. J'ai l'impression que ça m'a fait grandir quand même. Je pense pas du côté intellectuel, mais plus du côté émotionnel, parce qu'on vit des choses vraiment très fortes. Il y avait des rires, des échanges sur les coraux, sur les récifs et tout ça. Et je me dis, mais c'est ça le BE en fait, c'est qu'on est tous ensemble quand on parle de thématiques aussi importantes comme les récifs coralliens, mais dans une ambiance vraiment de bienveillance et de partage. Et je me suis dit, mais cette image, je pense que je la garderai toujours en tête. Il y a plein de sciences qui ont été mélangées. Ouais. Ça m'a confortée dans le fait qu'il faut continuer à faire de la science. Je dois dire que j'ai appris beaucoup lors de cette université flottante. Je vais revenir dans mon pays plus fort et aussi plus ouvert. Sur le Marion Dufresne, j'ai pu observer qu'il y a beaucoup de femmes scientifiques. Ça va me permettre d'encourager les jeunes filles dans mon pays et leur dire « c'est possible, je l'ai vu sur ce navire. Oui, allez-y, on peut le faire. » Après cette première session d'école Bleu Outre-mer, les étudiants vont repartir vers leurs territoires respectifs. Ils seront mieux armés pour défendre les écosystèmes marins, dont la bonne santé conditionne notre propre survie. Expédition, école outre-mer, sur le Marion Dufresne. Soigné sur cet océan, à la recherche de plein de choses un peu. On peut dire la science une fois, on peut dire l'art une deuxième fois. Il y en a même qui font de l'école maritime à essayer de faire des choses. Oh oui, tu sais que des fois ils sont en passerelle, des fois ils sont dans la mécano. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais toi de tes journées? On peut apprendre des choses simplement. Monsieur le commandant, comme ça j'ai une expédition plus simplement.